Jovitek, vous êtes né le 4 septembre 1968 à Puteaux dans les Hauts-de-Seine et vous êtes écrivaine après avoir été serveuse, hôtesse d'accueil, ouvrière, comédienne, scénariste, lectrice cinéma, journaliste, rédactrice, mère de famille, vendeuse. La liste n'est pas exhaustive tant votre parcours est riche d'expériences en tout genre. Les petits et les grands boulots ne vous ont jamais fait peur et ils vous ont guidé jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui une femme de lettres et de lettres, n'ayant jamais cessé de convoquer pour raconter, car depuis 2009, vous avez accouché d'une 50aine d'ouvrages et reçu plus d'une 40aine de prix littéraires. Textes noirs, textes d'albums traduits dans le monde entier, romans pour tous les âges, lectures musicales. Invariablement, vous sondez l'enfance, vous décryptez l'adolescence, vous interrogez nos comportements, vous auscultez nos sociétés. Pour chaque sujet, un médium, livre, album, documentaire, entretien, lecture musicale, pourvu que les voix résonnent, d'autant plus si elles sont tues. Vous devenez alors chambre d'écho. Car oui, avec vous, Jovitek, il est question de chambre. Histoire de chambre, non pas seulement adolescente, même si ce projet, nous en parlerons tout à l'heure, est un point d'orgue dans votre itinéraire, mais aussi chambres intimes, privées, singulières, photographiques, chambres de bonne, chambres des ventres et chambres des cœurs. Celles où l'on s'écoute, où l'on trouve sa place, où on laisse son empreinte sur le lit, son parfum dans l'air, où l'on accueille les mots et les mots, nos petites musiques et les silences aussi, où l'on doute, où l'on crie, où l'on rit, où l'on se cache, d'où l'on part et où l'on revient. Abri, alcôve, vestibule, mansarde, crèche, piole, tribunal, creux, cavité, cellule, corps. Autant de chambres que de corps, que d'échos à écrire, à lire, à dire, que de pays à arpenter, de voyages à projeter. Chère Jovitek, vous êtes une vagabonde, une nomade, une exploratrice enthousiaste, joyeuse, colérique, insoumise et passionnée. L'envie de vivre semble cramponner à vos souliers, vos carnets de bord en bandoulière, et en toute simplicité, sans simplisme, vous regardez les réalités bien en face, vous attaquez sans ménagement, et vous n'oubliez jamais la douceur, la tendresse. Car vous semblez savoir à quel point nous sommes faits de strates accumulées et d'histoires anciennes. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est que la somme de ce que nous avons été et de ceux qui nous ont précédés. Le roman pour lequel nous vous invitons aujourd'hui, Les Errantes, paru chez Actes Sud Jeunesse, en rend bien compte. Ne s'ouvre-t-il pas d'ailleurs sur la citation suivante ? C'est une grande erreur que font les êtres humains lorsqu'ils s'imaginent qu'ils ne sont pas hantés par d'autres de façon beaucoup plus importante qu'ils ne le croient. Il ne tient qu'à nous, donc, d'entendre les voix qui nous fondent et nous font. Nos sensations, nos instincts, nos émotions témoignent et renseignent nos existences. Vous invitez donc à travailler à l'oreille, à l'attendre, à oser nous glisser dans les sons de nos littératures intérieures afin de magnifier nos êtres toujours en devenir. Cher Jovitek, bienvenue. Quelle écriture, merci. Très touchée. Merci, ça me touche aussi. Gênée, mais non, faut pas. Alors, Les Errantes, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est un roman qui fait peur. Qui fait peur aussi bien aux adolescents, j'imagine, qu'aux adultes, comme moi, qui l'ai lu d'une traite, qui me suis accrochée au livre. Ça parle de voix, de fantômes, de femmes qui appartiendraient à une histoire ancienne. Il y a des scènes terrifiantes, mais aussi des scènes d'une grande beauté. Alors, on va tout de suite attaquer sur ce thème-là, la peur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette peur ? Est-ce que vous écrivez en ayant peur ? Est-ce que vous avez peur lorsque vous écrivez ? Oui, déjà, je salue tout le monde. Je n'ai pas eu encore l'occasion de dire bonjour. Et merci à tous et à toutes d'être là. Je suis très à l'aise quand il y a à la fois des adultes et des jeunes personnes qui se mélangent. Rien ne peut me faire plus plaisir. Donc, merci pour ça. La peur, oui, je suis une grande peureuse. Je suis définitivement quelqu'un qui a peur, qui a eu peur, qui a toujours peur. Et je trouve que nos peurs nous construisent. Les peurs de l'enfance sont effroyables. Si on se souvient des contes, les contes cruels, c'est ce qui nous construit aussi. Et donc oui, j'aime bien les visiter. Et je pars toujours de mes propres peurs pour écrire des romans qui font peur. Je pense qu'il n'y a pas meilleur départ que ses propres phobies, ses propres angoisses pour écrire un thriller. Donc pour celui-là, je suis partie je me suis dit, tiens, aujourd'hui,
qu'est-ce qui me terrifie. Et finalement, je me suis dit, pour lire beaucoup l'histoire des femmes, je me suis dit, l'histoire des femmes, quand même, c'est assez épouvantable. L'histoire des femmes dans la société, comment elles ont été traitées, empêchées, muselées, exploitées. Je suis partie de là. À partir de là, j'ai construit l'histoire. J'en dis pas plus parce que peut-être on va cheminer. On va en parler. Pas trop que j'en dise. Et est-ce que, comme certaines héroïnes de ce roman, vous entendez des voix ? Oui, là c'est pire. Là, je suis en train de travailler un nouveau sujet où vraiment la place des esprits va être très présente. Dans la société occidentale, c'est vrai, on est peu en rapport avec nos esprits, nos morts, nos fantômes. Chez les Asiatiques, par exemple, c'est très présent. Et j'aime bien, moi, l'idée qu'on puisse parler à ceux qui ne sont plus là, une façon de continuer à les faire vivre, ceux qui ne sont plus là. Donc, oui, le fantôme est très présent dans mon travail. Et puis, finalement, ça va se poursuivre, cette affaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de l'écriture elle-même et on va pouvoir entendre une première lecture. Sachez que donc, ce roman s'ouvre sur les portraits des 3 héroïnes, Suzanne, Anne-Lise, Saskia. Nous allons entendre le premier extrait donc, qui met en scène la voix et la vie de Suzanne. Nous allons entendre, grâce à Cédric Lison et Tania, le premier extrait. Donc, Suzanne, c'est à vous. L'étage est presque vide. Tu ne seras pas dérangé. C'est ce que lui avait précisé le propriétaire des lieux avant de l'entraîner vers l'escalier de service au fond de la cour. Il avait 14 ans, un appareil dentaire, la voix de Donald Duck et un corps de gamin noyé dans un sweat Tetris des années 1980. Elle l'aurait imaginé plus vieux. D'un autre côté, son jeune âge l'a rassurée. Elle n'avait pas l'habitude d'entrer en contact réel avec les membres de sa communauté de gamers. Dangereux. Depuis l'incursion hystérique dans sa chambre en pleine nuit d'un fan et le harcèlement de quelques visiteurs anonymes sur son chat, elle avait appris à se protéger des utilisateurs intrusifs, ne dévoilant jamais son adresse ni la moindre info sur sa géolocalisation. Cette fois pourtant, elle n'avait pas eu le choix. Son padré avait sérieusement disjoncté, ne lui laissant pas d'autre alternative que de reprendre son master à la fac ou de foutre le camp du domicile familial. Avec son haleine envinée de fin de semaine, il l'avait traitée de débile, de fille immature, lui reprochant de passer ses journées à jouer. Un con. C'est ce qu'elle avait pensé de lui. Un vieux con. Qui ne comprenait rien à son univers, à ses rêves, même pas fichu de réaliser que streameuse était un vrai métier, qu'elle avait du talent et qu'avec son joystick, elle pourrait en quelques années gagner davantage que lui au bout de toute sa carrière de comptable. Elle était sur le point de devenir une animatrice professionnelle, une influenceuse, et son père l'avait humiliée. Avec ses mots de vieux réactionnaire. J'en ai assez de te voir passer tes jours et tes nuits enfermé dans ta chambre à ne rien faire. Et ces cheveux rouges, et ce piercing ridicule sur ta lèvre, et ces garçons qui sonnent à notre porte à n'importe quelle heure. Jamais les mêmes en plus. Une traînée, une glandeuse, voilà ce que tu es, ma fille. Alors soit tu te ressaisis et tu termines ton master, soit tu quittes cette maison. C'est ce qu'il lui avait dit et elle avait pris sa décision. De toute façon, elle le savait, ça ne pouvait plus durer. Depuis la mort de sa mère. Ça ne pouvait plus durer. Aussi, après son dernier live, où elle avait annoncé sur une pluie de témoignages de soutien que son daron la foutait dehors, elle n'avait pas hésité à répondre aux messages privés entrants. Je m'appelle Nicolas, IRL. Il lui avait-il écrit. J'habite à Paris et ma famille a des thunes et je peux t'aider. Le garçon qu'elle connaissait sous le pseudo de Dark Sun était l'un des premiers supporters de ses lives et sans doute le plus fidèle de ses abonnés, lui offrant régulièrement en direct des dons hallucinants. Un fan. Un geek friqué qu'elle venait de rencontrer dans la vraie vie et qui, du haut de ses 14 ans, lui avait promis un toit tranquille et gratuit pour 3 mois. Faut pas compter sur le ménage ni sur la visite de la concierge qui refuse de monter le courrier jusqu'au 6e. La prévint-il, alors qu'elle gravissait poussivement derrière lui les dernières marches de leur faramineuse ascension. Le très chic immeuble haussmannien appartenait à la famille de son jeune fan et les locataires du 6e avaient été mis dehors avant la rénovation de l'étage prévue sous 3 mois. Une aubaine, s'était-elle dit, avant de découvrir les dédales de l'escalier de service mal éclairé et les couloirs crasseux du 6e qui tranchaient nettement avec les lustres du hall et le charme de la cour intérieure. Sur les toits, ça puait la misère et son enthousiasme s'ébranla dans une grimace quand elle passa devant les toilettes vétustes du palier. La même odeur que sous les tunnels piétonniers du RERC. Son guide, s'apercevant de sa déception, se mit à lui vanter, tel un agent immobilier tenace, le potentiel caché du produit.
Il n'y a personne ici à part ma sister déprimée et une artiste peintre qui a son atelier à l'étage. Faut voir le bon côté des choses, Archie. Tu ne seras pas dérangé. Un lieu idéal pour streamer tranquille et en toute sécurité. Conclut-il en lui ouvrant d'un geste magistral la porte du studio. Si ce n'était pas le spot que lui avait vanté au téléphone le jeune Darkson, le studio était quand même 2 fois plus spacieux que sa chambre chez son père et la vue sur les toits de Paris l'emballait. De toute façon, c'était ça ou la rue. Elle lui devait une fière chandelle, il fallait en convenir. Toutefois, face à l'exaltation presque hystérique du garçon qui n'arrêtait pas de répéter entre 2 ricanements. C'est fou, c'est toi, Archie, en chair et en os. Je n'en reviens pas de te connaître perso. Elle choisit de prendre les dessus et, au remerciement, préféra les menaces. Ici, je serai Suzanne, pas Archie. Vu ? Dans la vraie vie, je m'appelle Suzanne. Et personne ne devra savoir sur le chat que j'habite ici, ni qu'on se connaît. Ok, Darkson ? Si tu balances, je te banne. Et Darkson, alias Nicolas de la Tour, fils du riche propriétaire de l'immeuble haussmannien, jura. Aucune envie de se faire bannir de son stream préféré. Elle pouvait compter sur son silence et sa discrète fidélité. Good game, Darkson. Lui lança-t-elle dans un check amical, découvrant avec soulagement que si les toilettes étaient sur le palier, le studio était au moins équipé d'une douche. Content que ça te plaise. Lui répondit-il de sa voix instable de jeune pubère. Et l'observant aller et venir mollement dans son suite trop grand, l'idée lui vient de demander à son jeune protecteur de rencontrer ses parents. Il fallait absolument qu'il signe une promesse d'hébergement ou un papier du genre. Histoire d'éviter les embrouilles. Elle allait aborder le sujet quand le garçon prit les devants. Le seul truc... Commença-t-il un peu gêné ? Enfin, pour que tu aies la paix et ce studio gratuitement... Ouais, vas-y, accouche. Je suis dans la merde alors, je suis prête à tout. Il faut que tu dises à mes parents que tu es l'animatrice du camp d'aumônerie où je suis allé cet hiver. Je leur ai dit qu'on s'était rencontrés là-bas, à Chaours. Elle éclata de son rire généreux. Un rire que ses fans connaissaient bien et qui, outre son haut niveau de jeu, n'était pas étranger à son succès. Son rire savait catapulter les humeurs les plus taciturnes. Un bel atout de séduction dont elle savait jouer en ligne comme dans la vraie vie. Tu vas encore au camp d'aumônerie à ton âge, sans deck ? T'es cato à fond ? Non, tu sais, moi je vais surtout en camp pour draguer, mais mes parents sont très pratiquants. Et en bon chrétien, ils sont toujours partants pour aider les plus démunis. Alors je me suis dit... Ok, j'ai pigé. Il faut que je fasse super pitié, c'est ça ? Je dois être dans la merde jusqu'à quel point pour avoir le droit à un appart gratos pour 3 mois ? Je leur ai dit que ton père était violent. Putain, Darkson, t'aurais pu éviter. Et qu'il ne pouvait plus payer tes études et qu'en attendant ta bourse et ton logement universitaire, tu avais besoin d'un toit en urgence. Quelles études je suis censée faire ? J'ai dit que tu voulais être ingénieur en informatique. Et vu ton matériel, ça m'a semblé coller. T'es tombé dans le mille. J'ai une licence de management des systèmes informatiques. Ça t'épate, hein ? J'ai pas fini mon master, ça m'a gonflé, mais bon. Je saurais quoi leur répondre s'ils posent des questions. Alors, on les rencontre quand, tes darons ? Ce soir, vers 19h, si ça te va. Ça lui allait parfaitement et le rendez-vous fut pris. Il fallait que tout se passe bien. Son prochain live devant des centaines de joueurs était programmé 2 jours plus tard. Juste le temps de s'installer dans son studio, son premier appartement personnel. Elle ne cessait en redescendant les sinistres escaliers de se le répéter. Enfin, la vraie vie commençait. Bravo. Hop là. Je vais vous demander de faire encore un peu plus d'applaudissements pour Lison et Tania, s'il vous plaît. On a été contacté par le biais de l'Estive avec le PAGIP pour organiser un temps de lecture dynamique un petit peu avant la fin de l'année. Et on a pris 2 demi-journées pour travailler ces 3 chapitres-là. J'ai vraiment eu la chance que Tania, au milieu des fêtes, elle me réponde à mes messages parce que je ne sais pas trop comment on aurait fait. Mais en tout cas, voilà, quoi, ça a été très agréable de travailler avec elle. Et merci l'Estive pour la confiance et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Vous pratiquez le théâtre parce que vous le disiez très bien, hein, toutes les 3 même. Moi oui, je fais du théâtre depuis très longtemps, oui. Et moi, pas du tout. Ouais, c'est une lecture très posée et très vivante, donc merci pour ça. J'espère que j'ai pas perdu d'entrée de jeu les adultes avec ce premier chapitre qui est vraiment, on rentre dans l'univers d'Archie, qui est l'univers le plus loin de nous sans aucun doute, puisque c'est l'univers du streaming qui doit parler plus de ce côté-là et des jeux en ligne et que je connaissais absolument pas. Je sais même pas tenir un joystick, mais j'ai passé des heures à regarder ces jeunes personnes qui animent ce qu'on appelle les jeux en ligne aujourd'hui. Ce sont des nouveaux métiers qui nous échappent encore pour certains adultes.
Et c'était voilà. Donc j'ai voulu le rendre d'entrée de jeu dans cette écriture. À chaque fois, on rentre un peu dans l'univers de l'ado avec l'écriture aussi, et sa façon de parler. Oui, mais c'est ça qui est justement très fort. Quand c'est loin de notre univers, ce sont comme des pays, comme des mondes. On a tendance, en tant qu'adulte, c'est vrai, à avoir une forme d'a priori, finalement. Parce qu'on se dit qu'on est responsable des enfants et puis qu'ils passent leur temps devant les écrans. Je pense que c'est des choses que vous entendez toute la journée. Grâce à Jovitech, on a un lien direct et très sensible. Absolument pas condescendant, justement. On découvre aussi ce qui vous touche, vous, à votre âge. Pourquoi ? Et on comprend aussi à quel point, nous, en tant qu'adultes, en effet, on ne sait pas se servir d'un joystick. On pense que, voilà, on met tout un peu dans le même panier, c'est pas intéressant, c'est violent, etc., etc. Et grâce à vous, comme à d'autres auteurs aussi qui s'emparent de ces questions, on est un peu plus proche de vous, et je trouve ça, en tout cas en tant qu'adulte, très agréable de pouvoir découvrir des univers qui sont loin de nous, mais qui tout à coup deviennent beaucoup plus proches. Et j'ai eu vraiment de plaisir, alors sans comprendre les jeux, mais j'ai vraiment la communauté. C'est la communauté, ce qui se passe quand les jeunes se parlent à côté des jeux, en plus des jeux, dans les chats. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, on parlait même littérature dans les chats, sur les jeux en ligne. Et ça, l'adulte ne peut pas le deviner quand on regarde de loin et quand on n'est pas joueur soi-même. Donc oui, j'ai eu grand plaisir à aller explorer, particulièrement Trinity et Magla, qui sont deux streameuses très connues dans le monde du jeu en France. Il y en a Vous les connaissez, qui opinent de la tête. Et elles ont été vraiment, j'étais absolument fan. D'ailleurs, je suis toujours Trinity sur Instagram. Je la trouve assez incroyable, cette jeune fille. C'est vraiment c'est entre l'artiste et la technique. C'est un drôle de métier, mais ce sont des nouveaux métiers à part entière. Alors, parlez-nous des deux autres héroïnes dont on entendra ensuite les voix, mais oui. Parlez-nous des deux autres héroïnes. Alors, l'idée, effectivement, c'est des 3 jeunes filles d'aujourd'hui. Alors, une streameuse, voilà, parce que je trouvais que c'était les nouveaux métiers, et aussi parce que ce sont des personnes qui travaillent dans leur chambre, justement, dans leur studio, avec un écran vert derrière pour nous immerger dans l'univers du jeu, mais elles sont chez eux, en fait, et filmées. Ensuite, à côté, j'avais envie d'une artiste d'aujourd'hui. Est-ce que les artistes sont libres ? Est-ce que les jeunes filles artistes ont les mêmes finalement droits que les jeunes artistes au masculin ? C'était des questions que j'avais envie de me poser. Par rapport aussi aux fantômes qui vont revenir, ça m'arrangeait bien d'avoir une artiste. Donc, j'ai planté une artiste qui, elle, aura son atelier. On va peut-être en parler après, mais l'immeuble haussmannien vide et les chambres du 6e étage sous les toits, c'est un personnage à part entière dans le roman. Donc, il y a cette jeune fille qui travaille chez elle en streaming, la jeune fille qui a son atelier d'artiste dans ses chambres de bonne. Et puis la 3e, c'est la fille, c'est la sœur donc du jeune propriétaire qui installe Saskia. C'est Annelise qui, elle, va être la fille donc de plutôt la grande bourgeoisie, voire l'aristocratie parisienne. Ils ont l'immeuble haussmannien à eux, et qui est très fervente. J'avais envie de m'interroger sur qu'est-ce que le rapport à la religion aujourd'hui, finalement. A-t-on le droit encore d'être très fervent et mystique, voire mystique, hein, elle est complètement habitée par Dieu et par son envie d'un amour universel, mais elle va aussi remettre en question, on ne se refait pas, j'avais envie aussi qu'elle interroge sur l'Église romaine et son organisation, bien évidemment. Voilà. Donc, une fois que j'avais planté ces 3 jeunes filles dans ces 3 chambres séparées et isolées, puisque l'étage est en travaux, je pouvais commencer mon histoire. Donc, ces 3 jeunes filles sont vraiment entre cet âge intermédiaire, cet espace intermédiaire. C'est un livre qui parle beaucoup des espaces intermédiaires, à la fois par rapport aux âges, entre l'adolescence et l'âge adulte, et à la fois des espaces intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui sont liés au cauchemar, aux rêves, aux fantômes, à la réalité virtuelle. Donc, on a vraiment ce qui est concret, l'histoire, la narration, et ensuite tous ces autres espaces qui viennent hanter avec plus ou moins de difficultés les êtres et les cerveaux de ces personnages. Ces 3 jeunes filles donc se retrouvent au 6e étage dans des chambres de bonne et vont être chacune aux prises avec des fantômes et des situations plus ou moins surnaturelles, assez terrifiantes. Elles ne comprennent pas tout, évidemment, tout de suite, mais elles vont essayer de se réunir, je ne vais pas tout raconter, mais de se réunir pour essayer de faire face à ce qui leur arrive. Et tout le roman raconte cette lente et magnifique traversée,
peut-être rajouter un mot là-dessus. Oui, c'est ça. Elles n'ont derrière ces peurs individuelles qu'elles vont avoir, chacune par rapport à leur histoire, par rapport à quelque chose qui leur est arrivé ou pas, ou par rapport à ce qu'elles font, elles vont être en contact avec quelque chose qui nous échappe, on l'appelle comme on veut, et c'est terrifiant. Et elles n'auront pas le choix que de se réunir. Et j'aimais ça aussi, l'idée que nos peurs, nos grandes peurs partagées nous ramènent, on le voit dès qu'on est en situation de crise, même quand il neige, parfois, enfin, quoi qu'ici il neige plus que chez moi du côté de Pézenas, mais on le voit que tout à coup on fait à nouveau, on s'intéresse à son voisin, on demande, je peux te donner un coup de main, je peux te faire une course. Donc j'avais envie que ça se passe, voilà, elles sont chacune dans leur vie tellement différentes, tellement éloignées de la vie des unes des autres, mais pourraient-elles s'entraider pour continuer leur vie, surtout, parce que là il y a quand même danger. Elle frise la folie pour elle frise la folie, elle frise la mort. Elle frise la mort. C'est une extrême solitude, un extrême désarroi et surtout une envie de comprendre ce qui leur arrive. Ce sont vraiment des histoires de femmes. Et les errantes, c'est à la fois ces trois personnages, mais ce sont aussi celles qui les hantent. Ce sont des femmes aussi. Histoire de femmes, c'est vraiment des choses qui reviennent beaucoup dans la façon dont vous écrivez. Vous écrivez sur les femmes aussi, pour les femmes. Oui. Les chambres sont les chambres de femmes. Moi, j'ai beaucoup lu Michel Perrault, qui est celle qui m'inspire depuis toujours, avec ses histoires de chambre, mais aussi l'histoire des femmes dans le monde occidental. Et ça m'a passionnée depuis toujours. Et j'avais envie. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup l'élément liquide et au cœur du roman aussi. Il y a beaucoup de liquide. Il y a ces interrogations sur la place qu'on leur laisse à ces jeunes femmes aujourd'hui dans leurs trois métiers différents. Pour certains, toutes les trois sont malmenées, une par son père, l'autre par un galeriste qui va la malmener et lui enlever sa confiance en elle en tant que jeune artiste. J'avais envie aussi d'interroger ça, le manque de confiance beaucoup des femmes dans pas mal de disciplines. Et puis enfin Anise avec la place aussi des femmes dans la religion, elle est aussi à interroger. Voilà, donc bien sûr c'est un roman féministe, je peux le définir comme ça, un thriller féministe, on pourrait dire ça. Ouais. Alors quand j'ai demandé à Jovitek quelles étaient un peu ses influences, ses fantômes, ses errantes à elle aussi, j'ai essayé de réunir, évidemment pas tout, mais quelques-unes de ses références pour vous faire rentrer un peu dans l'univers de Jovitek et de ce qui l'inspire, ou de celle à qui elle parle, même si ces femmes-là sont mortes, ou de ce qui fait aussi son écriture. Et donc je vous propose de regarder un montage que j'ai réalisé à partir de ce que j'ai ressenti ou reçu de la part de Jovitek. Courez! Allez vous cacher! Önce rahattık ve birden her şey boka sardı. Herkesin diline düşürdünüz bizi. Erkeklerin enselerine sürtünmüşsünüz. Anne bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sen babaanneliği demek ki yapamadın demek kızım bu kadar yani şimdiye kadar demek ki. Hakkında en ufak bir kuşku olsaydı imkanı yok evlenemezsin yavrum.
ve şekilsiz bok rengi elbiseler giyme sırası bize gelmişti. Bonjour Dani. Viens jouer avec nous. Viens jouer avec nous, Dani. C'est parce que on voit le monde à travers les médias. Alors, on est dans le danger de croire que seulement à travers du médium, il y a la réalité. Et en vérité, c'est exactement le contraire. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non salopes, disons, en gros. Mais par contre, je crois qu'il faut redonner aux hommes
la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. Ça, c'est un petit peu dur à avaler, je crois, mais... Il faudra qu'on se parle un jour. On peut peut-être le dire gentiment, mais je crois que la vie des femmes qui travaillent, qu'elles fassent du cinéma ou qu'elles fassent autre chose, ou qu'elles travaillent dans des tâches moins privilégiées ou moins amusantes ou moins particulières, la vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Voilà. Merci. Je sais pas, ça va... Vous avez prévu d'expliquer un peu parce que... Allez-y. C'est assez hétéroclite. Je vais peut-être dire par petites touches, Blanche-Neige, oui, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma quand j'avais 6 ans. Et c'est ma première grande peur. J'ai été terrifiée par cette scène de forêt. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ce souvenir-là. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, l'évolution. Les enfants, à 6 ans, je ne suis pas sûre qu'ils aient peur de ça. On voit qu'elle est... Il y a une... Si. Ah, ça rassure. Voilà, Blanche-Neige, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a Shining. Shining, bien évidemment, chef-d'œuvre absolu de Kubrick. Enfin, vous avez vu Shining ouais, c'est un film qui reste et qu'on peut voir encore par rapport au travail de Stephen King. C'est une adaptation sublime. Venice Video. Venice Video, que les jeunes n'ont peut-être pas vu, je ne sais pas si les adultes l'ont vu, de Haneke, qui parle avant les réseaux sociaux du danger des images et surtout du jeune garçon. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui commence à filmer, qui est dingue de vidéos, Venice Video, et qui va filmer. Et les parents, c'est cet âge, vous savez, vous le vivez peut-être, et pour les parents, vous l'avez vécu, où on ne sait plus, l'adulte ne sait pas bien où se mettre dans votre chambre, en fait. Il est à la lisière. Est-ce que je lui laisse assez d'intimité à mon enfant qui grandit, qui regarde ses trucs sur Internet? Est-ce que je devrais quand même aller voir derrière l'écran ce qu'il regarde? Donc il y a ce truc-là. Et dans Venice Video, c'est extrêmement bien planté. Le père est cadré vraiment à la lisière de la chambre. Et jamais il n'y va plus loin. Il n'ose plus aller vers son enfant, il n'a plus de contact. En voulant lui laisser la liberté, il le laisse se perdre, puisque le jeune va devenir un tueur. Il va filmer ses crimes en direct sur les vidéos. C'est un film terrible. Je vous le conseille. C'est horrible. Non, mais je vous le conseille parce que ce qui est terrible en général, moi j'aime ça, j'aime Haneke parce que c'est très violent son cinéma, mais ce n'est que humanité. Il nous renvoie, attention, il nous renvoie toujours à notre humanité. Est-ce qu'on laisse faire ça? Est-ce que les gens suivent où avec ça? C'est ce que j'adore chez lui. Après, il y a eu Marguerite Duras, merci, Marguerite, quoi. Voilà. L'entendre parler, mais c'est incroyable ce qu'elle dit. Je ne sais pas en quelle année elle dit ça, mais c'est Dans fou. les années 80, elle dit déjà qu'on va être envahi. On va être envahi, ça va être pas loin du cauchemar, dit-elle. Ben moi, je me sens proche de cette parole aujourd'hui quand même. Hein. Le cauchemar, il y a tellement, on parle tellement trop. Elle a tellement raison. Heureusement qu'on a la mer, les océans et les montagnes à des moments. Et voilà, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Marguerite Duras, je vous invite à la lire, à la découvrir. Hein. Elle est accessible, on la croit difficile à lire, mais non en fait. Et c'est une musicienne. Elle a inventé une langue, elle est incroyable. D'ailleurs, l'écouter parler, c'est déjà entendre ce qu'elle écrit. Elle a une langue. Et ça, inventer une langue pour un écrivain, c'est... Voilà. Et puis Agnès Varda, oui, bien évidemment, elle travaille... Agnès Varda, quoi. Il y a Mustang aussi, un petit... Alors Mustang, oui, bien sûr, Mustang. Peut-être vu Mustang. Ceux qui n'ont pas vu Mustang, je ne sais plus le nom du réalisateur. D'ailleurs, c'est une réalisatrice iranienne, non? Oui. C'est en fait Mustang, c'est un film intéressant que j'ai beaucoup regardé pour j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, un roman qui traite du mariage forcé. Parce que là, les jeunes filles, donc ça se passe en Irak ou en Iran, j'ai un doute. En Turquie, je crois. Ah, bah, pas du tout, en Turquie. Et ça se passe en Turquie, et les jeunes filles vont sortir de l'école comme ça au collège, avec les garçons, vont un peu batifoler dans la mer. Ils s'amusent, ils sont sur les épaules des uns des autres, rien de méchant, quoi. On rigole entre copains. Arrivées chez elles, ça se sait autour, chez la tante et tout ça, et elles sont enfermées. Elles ne pourront plus sortir, elles ne pourront plus... Le père a honte, parce qu'elles ont eu un comportement de liberté et qui ne se n'est pas permis, en tant que jeune fille,
pubères ou prépubères, parce qu'il y en a des très jeunes. Et ça, je trouve que la violence dont on voit les cheveux au vent de ces filles-là, tellement elles s'amusent, et tout à coup, ce corps enfermé, ce corps banni, ce corps qui appartient non plus à elles, mais aux familles. Le corps appartient à la famille. Ça, c'est encore aujourd'hui très, très fort, et c'est quelque chose qui m'est insupportable. Voilà. Et peut-être un petit mot sur la peintre dont j'ai montré Ilma, beaucoup. Voilà, Ilma, qui fait partie du roman. Que vous découvrirez dans le roman. Une peintre que je cherchais des fantômes, dont je cherchais pour les errantes des femmes qui avaient été empêchées, qui n'avaient pas pu s'épanouir uniquement parce qu'elles avaient été femmes à certaines époques. Donc, et j'ai trouvé Ilma Afklin, qui est une peintre du début du XXe siècle, qui a inventé l'abstraction avant Kandinsky, en fait, c'est incroyable, et qui a tué son travail. Elle a des centaines de toiles. Et ce qu'on a vu à la fin, c'est dingue, hein, c'est avant Kandinsky, quoi, vraiment, c'est de l'abstraction. Elle l'a enfermée et elle a dit non, je vais peindre. Donc elle était connue pour des petits portraits, ce qu'on attendait d'elle, hein, à l'aquarelle, ça allait en tant que femme. Mais son œuvre était tellement monumentale qu'un galeriste lui avait dit le monde n'est pas prêt, quoi. Ne montre pas ton travail, le monde n'est pas prêt. Est-ce qu'il était bienveillant ? Question. En tout cas, elle est morte. Elle a laissé dans son testament l'idée qu'elle ne voulait pas, 50 ans après sa mort, seulement qu'on montre son travail. Son petit-fils l'a fait, 50 ans après sa mort, il a montré son travail. Là encore, on n'a pas été prêt à recevoir son travail. Les galeristes et les directeurs de musées ont dit oui, bon. Et puis finalement, dans les années 80, on découvre le travail d'Ilma Afklint. Elle est exposée aujourd'hui dans les plus grands musées d'art contemporain. On se dit, ben oui, c'était un génie de la peinture. Donc, et il y en a d'autres. Mais c'était très touchant et c'est très beau. Hein. C'est des œuvres monumentales. En plus, il me tarde qu'elles soient exposées en France. C'est très, très, très beau. C'est très fort. Et c'est très courbe, on voit. C'est une abstraction courbe. C'est ça qui est beau aussi. Elle amène son féminin entier dans son travail. Et c'est une des errantes. On peut dire que c'est une des errantes. C'est une des errantes. On révèle un peu un truc, mais ouais, ça sera une des errantes, puisqu'à chaque fois, la jeune fille va devoir se retourner pour avancer. Donc elle va être en contact, les 3 jeunes filles vont être en contact avec des histoires violentes de femmes du passé. On parlera aussi des femmes enfermées au Bon Pasteur, dans les maisons de correction des années 50, hein, qui ont été aussi des grands lieux d'humiliation des femmes pour pas grand-chose, parfois pour être allées au bal. On les enfermait 3 ans sans qu'elles sachent quand elles seraient libérées, uniquement parce qu'elles avaient peut-être embrasser un garçon. Et là, à nouveau, les pères, les familles, les oncles ne supportaient pas l'idée que le corps féminin puisse être sali, entre guillemets. Et donc, on les enfermait 3 ans. Albertine Sarrazin, qui est devenue écrivaine en prison, que vous pouvez lire aussi, Albertine Sarrazin. La jeunesse peut lire Albertine Sarrazin. Elle est allée au Bon Pasteur. Clairement, elle s'en est même enfuie. C'est comme ça qu'elle a atterri à Paris. Et alors, il y a des émissions, vous regardez sur France Inter, vous tapez au Bon Pasteur, et des femmes qui témoignent, des femmes de 70, 80 ans qui témoignent de ce qu'on leur a fait. On les a arrachées à leur vie, on les a enfermées 3 ans. Et elles écrivaient des lettres au juge, mais qu'est-ce que je fais là déjà, pourquoi ? Quand est-ce que je sors ? Et pour qu'elles sortent, il fallait qu'un oncle, un père, un frère, un cousin, toujours un homme, autorise le juge à dire « ça va, on va la reprendre ». Certaines sont restées toute leur vie. Avant d'entendre l'horreur, j'avais rien besoin d'inventer en fait. Elle a puisé dans ce qui existe déjà. Puisé dans l'histoire. Après, ce qui est terrifiant dans ce livre, c'est quand ça surgit justement. C'est un peu comme dans Shining, il fait du vélo tranquillement, il y a une image qui arrive et j'ai coupé parce que voilà, et il y a ces retours comme ça. Et il dit non, même justement le petit Shining dit c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Donc ces héroïnes-là, en effet, elles pensent que c'est dans leur tête, mais en même temps, ça a tellement de réalité, ça a tellement de corps, ça a tellement de matière que c'est pas seulement dans leur tête non plus. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux aussi un peu maintenant faire entendre la salle avant d'écouter un second extrait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Les jeunes, les moins jeunes ? Non, pas de questions ? Non ? On continue avec un second extrait ? Ça vous dit ? Oui ? Quand on a l'idée d'écrire un roman, comment ça se passe ? Il y a une espèce de plan, ça part d'où ? C'est quoi le chemin ? Enfin, peut-être que c'est pas le moment pour poser cette question-là, peut-être qu'on peut y aller après, mais moi je me dis toujours, je sais pas comment dire, en fait, ça part peut-être autour d'un personnage, raconter quelque chose, mais comment on fait en fait pour structurer en fait
le récit, quelque part, en fait. Une espèce de plan, une grande... Je sais pas. On parlait des peintres et des arts plastiques et des sculpteurs, c'est le chaos, hein. C'est le bloc de marbre, au départ. Tu es là avec ton burin. Donc voilà, il faut beaucoup rêver. Moi, je dis beaucoup s'ennuyer, beaucoup rêvasser pour écrire. Je crois que ça, c'est ce qu'on a de commun. Après, il y a autant de façons de faire que d'écrivains. Pour ma part, j'aime beaucoup rêver les romans longtemps. Là, je les garde toujours 3 ans en tête. Ça commence à se construire comme ça. Et puis, peu à peu, ça se construit, ça commence à envahir mon mental. Et je me dis, bon, OK, le prochain, ça sera celui-là, il s'impose. Mais ça prend du temps. Et je dis souvent que j'écris en faisant mes courses, en conduisant, en prenant le train. Voilà. Ça commence par se laisser envahir par une espèce d'obsession ou de personne. Alors, qu'est-ce qui vient ? Soit c'est un personnage, soit c'est une situation, soit c'est une thématique, soit c'est une phrase qui commence à obséder et qui fait qu'on va peu à peu, le sujet se définit. Et là, après, commence le travail. Pour celui-là, pour Les Errantes, j'ai été chercher mes fantômes. Donc, la mystique du XIIIe siècle, Inma af Klint, je me suis documentée, j'ai cherché des femmes, j'ai beaucoup lu. Et puis, donc, je vais peut-être passer 2-3 mois à me documenter sans écrire une ligne, hein, toujours pas. Je me frustre beaucoup, voilà. Et puis, à un moment, quand j'ai défini mes personnages, imaginé... j'ai fait un reportage, par exemple, in situ, j'étais à Paris. Donc je suis retournée dans le Paris du Marais, le cœur de Paris, hein, puisque j'avais ma mystique qui allait être brûlée place de Grève. Je voulais retrouver ce Moyen-Âge dans Paris, donc j'ai fait un petit docu en photo. Voilà. Il y a ça aussi. Et après, une fois qu'on a tout... pour ma part, j'aime bien prendre ce temps de documentation vaste et lent. Et une fois que j'ai tout ça, souvent trop, je pars. Chapitre 1, c'est là que ça commence, quoi. Mais je ne sais pas après comment ça se passe. J'ai une idée, depuis longtemps, pareil, ça me parle. Ça résonne en tout cas, une partie de... En tout cas, il y a une affaire de temps, ouais. Le rapport au temps est important. Et de gestation, dont on vous parlait souvent. Ouais, vraiment. Allez, on va découvrir la seconde héroïne des Errantes. Elle ne les aimait pas et il le lui rendait bien. Rien de collé avec les autres élèves. Depuis cette année, elle avait dérivé. Loin d'eux, tellement loin de leur univers étriqué qu'elle se demandait parfois si de son monde intérieur, un jour, elle reviendrait. En attendant, elle devait les supporter, baisser la tête et les laisser l'agresser. Coucou la Sainte Vierge, tu ne veux pas souffler sur mon cierge ? Toujours cette vulgarité épandue à son passage parce qu'elle ne collait pas à leur vision de la normalité. Toujours ces allusions sexuelles qu'ils pensaient provocatrices alors qu'elles ne faisaient que confirmer leur affligeant conformisme. Ils se croyaient tellement malins, les garçons et les filles de son âge. Des orgueilleux s'estimant au-dessus de la masse parce que, comme elle, ils avaient intégré l'historique lycée Charlemagne de Paris. Anne-Lise ne les estimait pas plus qu'elle ne s'aimait, se sentant honteuse d'être née privilégiée, coupable de vivre grassement dans une société de consommation aussi polluante que cruelle. Les lycéens étaient tous fringués pareils, connectés pareils, cultivés et indignés pareils, préférant communément le rire aux pleurs, le tweet à l'observation, et pas un pour percevoir le silence des humiliés. Pas un pour réaliser que la municipalité avait retiré la plupart des bancs urbains, laissant les sans-domicile et les amoureux comme les vieux à la verticale. Debout, actifs et en bonne marche, tels devaient être les humains de la réussite. Pour les autres, il était de bon ton de disparaître. Elle y parvenait parfois, surtout depuis qu'elle avait maigri. Elle faisait peur à voir, elle en était consciente, et en éprouvait même une certaine fierté. Elle était différente, même physiquement. Le plus difficile pour elle demeurait les entrées et les sorties de son établissement scolaire. 2 hautes zones d'insécurité à traverser. Anne-Lise, tu aimes la poésie, c'est ça ? Jamais elle ne leur répondait. Toujours il poursuivait. Alors à toi, je dédie ces vers. Petite vierge effarouchée, suce la verge du beau Serge et tu verras comme tes seins vont pousser. Arrête, elle a l'air vraiment mal. Elle me fout les boules, cette fille. On dirait un fantôme. Il fallait courir. Fuir les remarques des dominants de son âge. Éviter les tirs de haine ordinaires. Baisser la tête. S'enfoncer plus profondément encore dans son être intérieur pour se protéger de la violence quotidienne et l'accepter, tel un chemin de pénitence. Il l'a dégoûtée. Eux. Leur sarcasme. Leur jugement hâtif et définitif. Comme l'agitation de la capitale qui se donnait de grands airs. Parce qu'elle était réservée aux puissants. À ceux qui consommaient cher et sain. Mais qui pensaient sale. Dégueulasses dans leur tête, polluant avec leurs mots et leurs idées de prédateurs qui chassaient tout ce qui les dérangeait, même les oiseaux. Pour elle, tout ce qui l'entourait avait échoué.
De son point de vue, les élèves du lycée chic étaient des morts-vivants, se dévorant les uns les autres pour avancer et devenir, tels leurs parents, des chefs de meute enragés, des cadors de la haute société. C'est de là qu'elle venait, du monde bourgeois, et même de l'aristocratie. Anne-Lise de la Tour, un titre de noblesse qu'un de ses aïeuls avait acheté. Tous achetés depuis toujours, et cette pensée lui coupait l'appétit. À Paris, dans son environnement luxueux, elle étouffait. D'ailleurs, depuis quelques mois, elle ne se sentait bien que dans les jardins aux confins des journées. Là, adossée aux arbres, elle aspirait à une profonde solitude. Au milieu des oiseaux, des insectes, des jeux d'enfants désertés, elle aimait méditer sur le monde, le sens de la vie, la force de l'amour. Pas n'importe quel amour. Mais l'immense, l'unique, celui avec un grand A qui permettait à l'humain de s'élever, de décupler ses forces et de transformer sa petite existence consumériste en quelque chose de beau, de divinement radieux. Un amour détaché de tout. Un sacrifice. Un dénuement à offrir sans rien attendre en retour. Donner pour donner. Aimer pour aimer, c'est ce qu'elle désirait. À l'abri du brouhaha de la ville, elle adorait l'envisager, ignorant encore à qui elle allait destiner ce sublime amour. Serait-ce à Dieu? À un garçon? À une fille? Aux pauvres? Aux fous? À la grande nature et à ses animaux? À la poésie? Elle hésitait, mais elle savait que les racines de son destin s'ancraient dans cette terre d'abnégation et de tendresse humaine. Donner, aimer, rien d'autre. Qui pour comprendre ce choix d'avenir dépouillé? Qui autour d'elle pour préférer le manque à l'abondance, la privation à la surconsommation, l'absence aux amitiés superficielles? Pas grand monde en réalité. Elle n'avait plus vraiment d'amis. Autrefois, elle avait aimé rire avec Manon, nager avec Prisca, lire du théâtre à voix haute avec Augustine. Mais Manon était morte et les autres l'avaient délaissée, préférant au sortir de l'enfance la remplacer par une amie plus fun. Était-ce sa faute si, en grandissant, ce qui les amusait l'ennuyait à mourir? À 16 ans, il lui semblait que son cœur avait déjà trop saigné, et que désormais, il lui fallait réduire les risques d'échymose. Aimer, certes, mais pas n'importe qui. Tout la griffer, l'égratigner, la lacérer. Un sens aigu de l'injustice, une hypersensibilité douloureuse qui lui donnait l'impression de percevoir l'espèce humaine au microscope. Un sale microbe ravageur. Voilà ce qu'elle observait de près. Un virus qui se nourrissait des plus faibles ou les contaminait définitivement de ses pitoyables vicissitudes. Heureusement, elle avait les jardins, Dieu et la poésie. Entre poèmes et textes sacrés, les questions se chevauchaient dans sa tête. Pouvait-elle aimer Dieu en s'affranchissant de l'ordre de sa religion? Aimer les textes saints en se passant de leurs explications par les prêtres? Une croyante qui détestait les autres fidèles de sa paroisse, pouvait-elle encore faire partie de la famille catholique? Elle n'avait pas toutes les réponses, et, depuis qu'elle avait rompu avec sa communauté chrétienne, plus personne pour la guider. Ses parents ne comprenaient rien. Ils justifiaient sa crise mystique par celle de l'adolescence. Mais elle savait que ce qui l'agitait était bien plus profond qu'une poussée d'hormones. Il y avait quelque chose de pourri sur Terre. Quelque chose de pourri au sein même de la grande famille catholique. Elle en avait été témoin. L'affaire remontait au dernier été. Un prêtre de Vendée, ami de ses parents, avait été accusé de pédophilie. Les familles des enfants, toutes chrétiennes, voulant éviter le scandale public, ne s'étaient plaintes qu'auprès du diocèse, lui accordant une totale confiance. Mais en réponse à leurs accusations, on leur avait demandé de se taire. Tous, évêques, prêtres, paroissiens, comme les parents avaient préféré éviter le scandale et étouffer l'affaire. Le curé de Vendée avait discrètement été déplacé dans une autre région, conservant ses soutiens comme ses amitiés. Les enfants et les familles, eux, avaient, en guise de justice, reçu une prise en charge psychologique. Rien d'autre. Aussi, quand le curé incriminé était venu dîner chez elle quelques mois plus tard et qu'elle l'avait vu se repaître d'orgueil, de vin, de pintade au cèpe et de l'amitié de son père, elle en avait vomi. Des jours à rendre sa colère, avant de demander à ses parents la permission de s'installer dans l'une des chambres de bonne de leur immeuble. Pour mieux réviser le bac, avait-elle prétexté. Pour qu'il l'accepte, elle avait dû insister un peu, promettre de prendre ses repas à la maison et de cesser ce qu'il nommait ses bizarreries adolescentes. Depuis, elle vivait sous les toits dans sa cellule monacale de 10 mètres carrés. Un lit, une table, une chaise, un évier. Cela lui suffisait pour être heureuse. Entre livres et prières, devoirs scolaires et rêveries dans les jardins de Paris. Pas d'ordinateur, pas de télé.
Juste un téléphone, obligatoire pour la relier au sien, et quelques CD. Exclusivement de la musique classique sacrée qu'elle aimait acheter à 1 € dans les ventes de charité. La paix. C'est ce qu'elle pensait avoir trouvé quand les voix sont arrivées. Merci beaucoup. Et oui, Anne-Lise. Anne-Lise, elle entend des voix. Elle entend des voix et elle est mystique. Elle entend des chants. Elle est attirée par ces voix, par ces chants. Et on va découvrir au fur et à mesure qui sont ces voix, quelles sont ces voix. Ces voix qui chantent. Ces voix qui elle entend chantent. un cœur de femme, ouais. Alors, on entend encore aussi ces questions adolescentes, c'est-à-dire ce rapport à la différence. Je ne suis pas comme l'autre, ce rapport à la solitude. Ce sont vraiment des thèmes que vous avez ardemment travaillés. Oui, moi j'aime bien les gens qui sont de côté. Je les ai toujours aimés et c'est ce qui me fait écrire aussi, la différence. Et puis, il y a une violence. Alors, moindre au lycée, c'est ce que me disent aussi les jeunes que je rencontre en ce moment pour chambre adolescente, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, quant au collège, tous m'ont dit c'était l'enfer. C'était l'enfer, ce jugement permanent, cette impossibilité d'être soi et ces jugements et ce harcèlement. Il y a une violence là, très présente en ce moment. Alors, elle a toujours été là, je pense, dans les écoles, mais en ce moment, particulièrement, c'est dédoublé par les réseaux parce que ça va beaucoup plus vite. Comme me racontait Zoé, autrefois harcelée, ça s'arrêtait au paillasson de la maison. Et puis, on était à nouveau protégés. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de protection, même à la maison, ça continue et ça continue encore. C'est une grande violence. Donc j'avais envie de parler de cette jeune fille malmenée par ses pairs, les gens qui ont son âge, et puis aussi d'une certaine arrogance parisienne. Moi, je viens de Paris, donc cette arrogance, je la connais bien. Je l'ai peut-être même été très arrogante, puisque j'ai été élevée dans des... on écrit avec ce qu'on est, disait Tchekhov. Donc j'ai été élevée dans un milieu catholique presque intégriste, dans des écoles d'excellence non mixtes et en uniforme. Donc voilà. Anne-Lise, je suis allée la chercher aussi dans ma propre adolescence et même si moi j'avais pas ce truc d'être malmenée, mais je trouvais que c'était intéressant de parler aux jeunes aussi de cette arrogance qu'on peut avoir parfois et cette jeune fille qui se sent effectivement qui arrive à imposer ce qu'elle veut être, mais du coup est seule. Voilà. Elle n'a pas d'autre choix que de se terrer dans sa chambre qui devient une cellule monacale. Oui. Alors, on va quand même rebondir, parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, malheureusement, d'affilée, sur ces chambres adolescentes. On s'éloigne un tout petit peu du roman, mais pas tant que ça, puisqu'on est encore dans une chambre. Est-ce que vous pouvez parler de ce petit projet ? Alors, ce grand projet, même. Un petit peu de ce grand projet. Ça a pris 4 ans de ma vie, ça en prend 5. Oui. En fait, l'idée, justement, parce que quand on est auteur en littérature de jeunesse, moi, c'est militant pour moi d'écrire pour la jeunesse et pour l'enfance, autour, en tout cas, de travailler cette jeunesse et cette enfance en littérature. Eh bien, je rencontre les jeunes souvent. C'est beaucoup plus rare comme aujourd'hui, mais souvent en collège et lycée. Et il m'est arrivé d'avoir des discussions passionnantes avec les jeunes en collège et lycée. Et je me disais, mais quel dommage qu'on n'entende pas l'intelligence de cette jeunesse, sa fougue, sa pensée, ses coups de cœur, ses coups de joie. Voilà. Et alors, je me suis dit que j'allais aller interroger, j'avais déjà fait des portraits, j'aime bien le portrait en mots, j'allais aller interroger des jeunes très longtemps, et dans divers territoires et dans divers milieux socioculturels pour discuter. Alors j'ai choisi la chambre, je trouvais que c'était lieu excellent, la chambre, parce que c'est à la fois un lieu, un futur chez-soi, c'est déjà un petit chez-soi, on le décore, même si c'est dans la maison, on commence à le décorer à sa façon, on commence à penser le monde à sa façon dans la chambre. Et donc il a fallu évidemment une avance. J'arrive pas comme ça dans les chambres des jeunes. Bonjour, j'arrive. C'est tout un travail de résidence, d'accueil, et puis par rapport aux parents, c'est très beau aussi cette parents ou éducateurs, puisque j'ai des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et des jeunes mineurs isolés aussi. Et voilà, j'ai passé 6 heures par jeune à peu près dans leur chambre, plusieurs fois, à les écouter. Tout ça a donné 20 portraits, longs portraits, de jeunes qui viennent du Gers, de l'Hérault et d'Argenteuil. Et avec une série photographique, puisque j'ai été accompagnée dans ce périple par Juliette Mas, qui est une photojournaliste.
Et des portraits sonores aussi pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui ont la flemme de lire. Je suis allée à l'enregistrement, donc je suis très contente de l'oralité parce que dans l'écriture, c'est important. Moi, j'aime l'oralité, j'aime la lecture en plus, donc orale, ça me fait très plaisir. Mais donc, j'ai voulu porter aussi les portraits, je les ai lus, et puis on les a montés avec la voix des jeunes. Voilà. Et tout ça va donner, cette année, ça y est, c'est le rendu, après 4 ans de travail, parce qu'il fallait le mettre en place, tout ça. Ça va donner 2 expos, une à Paris avec la mairie de Paris, une dans une galerie d'art. C'est intéressant que les centres d'art s'intéressent à ce projet, ça fait plaisir. La jeunesse commence à prendre un peu de place. Très longtemps dévalorisée, on sent que là, elle commence à intéresser les gens. C'est bien. Et un livre à la Martinière qui sortira en septembre. Donc je suis contente de partager enfin ce travail. Je me suis aperçue qu'on entendait les jeunes uniquement quand ils ont un problème, souvent, dans les médias. Il y a de la violence, de la délinquance ou quelque chose, ou ils sont surdoués. Il y a 2 options. Voilà, où ils sont brillantissimes. Sinon, que pensent-ils, que font-ils, que vivent-ils, quels sont leurs rêves d'avenir, comment vivent-ils le lycée, comment vivent-ils le début des études. Ils sont très invisibilisés, enfin, on ne les entend pas. Cette fameuse liberté d'expression s'arrête aux personnes qui interrogent. Voilà. Donc, l'idée, c'était de partager ça, et ça a été très fort dans les chambres adolescentes. Ça m'a beaucoup appris. J'ai appris aussi à quitter justement cette arrogance de l'adulte parfois, qui se met toujours un petit peu au-dessus du jeune quand il écoute. Et là, tout à coup, non, voilà, je ne sais rien. Je suis allée écouter les musiques qu'ils me disaient, je ne les connaissais pas. Les jeux, je ne les connaissais pas. Les films, certains, je connaissais. On parlait de l'adolescence. En plus, on était 3 générations. Donc, ils ont entre 12 et 19 ans. Juliette, la photographe, a 35 ans. Et j'ai 55 ans. Donc, c'était chouette de voir qu'à des moments, il y avait quelque chose d'intemporel dans ce moment de vie qu'est l'adolescence. Et à d'autres moments, j'étais complètement larguée. Je ne comprenais même pas ce qu'on me disait. Et là, il me traduisait, quoi. Il m'apprenait des choses. Et donc, et ce qui est très beau, c'est que à chaque fois, j'ai eu l'impression... Donc, sur chaque territoire, on a fait une expo aussi. Et les adultes restaient. Et les élus à la culture restaient. Et les professeurs restaient. Et tout à coup, adultes et jeunes personnes avaient plaisir à être ensemble autour d'une parole adolescente. Et ça, j'ai trouvé ça très, très fort. Tout à coup, on a l'impression de refaire société quand le jeune est au cœur de la société. Et en ce moment, je trouve qu'il est à la périphérie comme les seniors. Et pas de collège-lycée, même combat, je dirais. Donc, j'ai amené tout ça. Peut-être après, je vais faire des portraits de vieilles personnes en EHPAD. Ça serait intéressant aussi. Mais il y a une maltraitance de la jeunesse comme il y a une maltraitance de la vieillesse, c'est-à-dire de tous ceux qui rapportent pas d'argent, en gros, si on simplifie, qui n'en rapportent plus ou qui n'en rapportent pas encore. Et là, pourtant, c'est là que je trouve les conversations passionnantes. Et vraiment, ce projet m'a porté, sinon je ne l'aurais pas fait, parce que 4 ans en plus de mon travail, hein, c'était pas rien. Voilà. Donc, il me tarde de partager tout ça en exposition, et puis le livre... qui sera aussi un livre sonore, puisqu'on pourra, avec les outils d'aujourd'hui, avec un QR code, se faire écouter pendant 40 minutes un portrait, tranquillement, voilà. On va entendre un petit extrait que j'ai recoupé, ouais, voilà, qui donc va vous donner une idée bien plus précise encore. Et vous pouvez aller sur le site internet, en effet, Chambre Adolescente, et vous allez avoir les 20 portraits, les photos. Pour le moment, tout est en ligne. Les audios. Et c'est vraiment un voyage, encore une fois. Il y a 20 portraits et ce sont 20 pays. Et aujourd'hui, avant de rentrer en Europe, j'ai passé beaucoup de difficultés. J'ai vu beaucoup de choses différentes. Beaucoup de choses qui font peur, horrible. Mais j'ai tout accepté avec mon frère. Mais tout ça, aujourd'hui, j'ai presque oublié de tout ça.
Parce que si tu penses trop des choses, tu ne peux pas avancer. Parfois, tu vas essayer d'oublier des choses horribles. Même si tu n'arrives pas, mais essaie quand même. Parce que ça va t'aider d'avancer. Si tu avances, c'est ça qui est bon. Il faut aussi concentrer ce que tu fais dans ta vie. Parce que la vie, c'est pas... Il n'y a aucune personne qui va gérer ta vie. C'est toi-même qui vas gérer ta vie. Même s'il y a quelqu'un qui va t'aider au début, il va t'aider juste au début. Mais ce qui reste, c'est avec ta force et ton courage et ton sentiment. Il est assez poignant et qu'en effet, on est bien loin de les jeunes, ils font rien, les jeunes ceci, les jeunes cela. Il y a des parcours et des témoignages, peu importe les milieux socioculturels, hein, qui sont d'une force et qui nous en donnent à nous en tant qu'adultes et qui nous permettent encore une fois d'aller à leur rencontre. Merci d'avoir choisi. De toute façon, ils sont tous extraordinaires. Mais Mamadou quitte la Guinée à l'âge de 15 ans à pied, quoi. Il perd un frère en Méditerranée et à un moment, il me raconte qu'il fait de l'aviron, Mamadou. Et je me souviens, parce qu'il est accueilli maintenant, voilà, il va bien. Il en est à son 2e CAP. L'école est gratuite en France, il n'en revient pas. Et Mamadou, à un moment, je lui dis, mais tu fais de l'aviron, en fait, mais tu ne sais pas nager. Je me souviens qu'il m'a raconté sa traversée de Méditerranée où il a perdu son frère en cours de route. Et il ne sait pas nager. Et là, il a cette phrase dingue, il dit « Je gère bien mon bateau ». C'est un philosophe, Mamadou. C'est très fort. Non, mais c'est... On se sent tout petit, quoi, face à eux. Justement, on n'est plus du tout au-dessus. Bien sûr on garde l'envie de protéger, d'accompagner cette sorte de responsabilité. Mais quand la responsabilité, après, en effet, se conjugue à l'arrogance, ça ne fonctionne pas. Ça nous éloigne et il ne se passe rien. Là, tout à coup, c'est des leçons de vie aussi qu'on reçoit d'eux. Et c'est rare. C'est des personnes extraordinaires. Hein. Les 5 jeunes mineurs isolés que j'ai rencontrés, parce que sur chaque résidence, je demandais à la personne qui me recevait d'aiguiller. Est-ce qu'ils veulent que j'aille plutôt vers le collège? On a travaillé ensemble, ces résidences. Et à Pézenas, ils ont eu envie d'aller vers cette association qui accueille des garçons uniquement, jeunes mineurs isolés de plusieurs endroits du monde. Et c'était fou, quoi. C'est les 5, donc il y a 2 garçons pakistanais et 3 Guinéens. Et leurs témoignages, mais on se dit, mais c'est les extraordinaires qui sont là. Les autres sont morts en route ou ils ne sont pas partis. On a des gens extraordinaires qui viennent ici. Et ils ne sont que joie de vivre, positivité, envie de... comme dit Oumar, un autre, il me dit moi, je veux juste une bonne vie normale. Une bonne vie normale. Un toit, de quoi manger, le droit d'aller à l'école gratuitement, d'avoir un métier et d'être en sécurité. Une bonne vie normale. Et c'est des philosophes, c'est des leçons de vie, sans vouloir donner des leçons, en fait. C'est ça qui est beau. Hein, ils témoignent tellement qu'on se dit, mais oui, il faut qu'on se parle. D'ailleurs, il faut qu'on se parle. Absolument. Et c'est comme ça toutes les rencontres. C'était incroyable. Ça a fait exploser tous les clichés qu'on peut avoir sur la jeunesse contemporaine. Donc, je suis contente de ça. Et je me bats pour ce projet parce qu'elle met en avant l'expression des jeunes. Et ça m'a porté aussi. Hein, ça m'a donné des ailes. Ils m'ont donné des ailes. Bon, le rendez-vous ne peut pas s'éterniser encore trop, mais on va passer directement au 3e personnage pour rejoindre à nouveau les errantes et un autre type de chambre, donc l'estonienne. Et on va la découvrir là, maintenant, pour finir ce rendez-vous. C'était un homme important. Elle n'était rien. Juste une jeune artiste étrangère qui avait eu la chance de décrocher une bourse pour terminer ses études à Paris. Lui, sur le marché de l'art, faisait la pluie et le beau temps. C'est ce que sa professeure des beaux-arts lui avait précisé. Étrange expression française pour signifier le pouvoir et l'influence d'un individu. La pluie et le beau temps. Elle n'était personne, c'était vrai. Mais les éléments naturels, en revanche, elle les connaissait mieux que personne. Et elle savait qu'aucun homme, si puissant fût-il, ne pourrait jamais les dompter. Quoi qu'il se passe, ce mec ne pourra jamais déclencher un orage. C'est ce qu'elle se répétait en boucle, comme un mantra,
afin d'éviter de se liquéfier devant le prestigieux galeriste qui, dans son bureau, feuilletait son book d'artiste. 9 mois auparavant, quand elle avait appris la nouvelle par courrier, admise en Master 2 aux Beaux-Arts de Paris, elle s'était élancée dans la forêt à la recherche de sa mère. N'importe quel touriste randonneur se serait perdu dans les dédales de pins, de bouleaux, de trembles et de sapins qui jouxtaient sa maison et recouvraient son pays, mais elle était chez elle là-bas, en Estonie. Depuis l'enfance, elle n'avait connu que ça, la forêt, la taïga à perte de vue, et cette lumière blanche qui, été comme hiver, se fondait dans les brumes matinales de la mer Baltique. Quand sa mère l'avait vue débarquer en pleine forêt, à bout de souffle, la lettre d'admission en main, elle n'avait pas hurlé de joie, ni ne l'avait prise dans ses bras. Elle avait simplement poursuivi sa cueillette de baies en chantonnant. Un chant joyeux qu'elles avaient fredonné et qui avait accompagné leur retour au hameau, main dans la main. Ensuite, elles avaient fait ce qui était prévu pour la journée. Des confitures, rien d'autre. Pas de changement de programme pour l'occasion, ni d'excitation particulière. Juste la vie qui s'écoulait tranquillement sans à-coups. C'était comme ça dans sa famille. Pas d'autre effusion que le chant pour exprimer ses sentiments. Alors, dans la chaleur ritualisée des fins de semaine, elle avait retrouvé son père et son petit frère au sauna du jardin. Et là encore, pas de youpi, pas de tralala, ni de tu feras ci, tu feras ça. Simplement un bien-être fredonné dans les effluves odorants des feuilles de bouleau. C'était bien pour elle ce départ pour Paris. Il n'avait rien à ajouter, juste à chanter. À la rentrée, Saskia avait fait ses bagages. Puis, elle avait pris le bus pour Tallinn, la navette vers l'aéroport, et elle s'était envolée vers Paris. 1 an. C'est le temps que lui offrait sa bourse gouvernementale pour terminer son projet personnel, mais aussi tenter de se distinguer auprès des professeurs et galeristes français. Rendre visible l'invisible. Telle était sa démarche artistique. Des heures du jour et de la nuit à peindre des monochromes noirs, à tenter des expériences chimiques à base de chlorure de sodium pour provoquer par la cristallisation du sel des traînées blanches aléatoires sur ces toiles obscures. À Paris, dans son atelier chambre sous les toits, elle avait pendant des mois travaillé autour des éléments, l'eau, la lumière, la terre, le feu, intégrant à ces techniques des bandes sonores d'atmosphère de la nature en ville qu'elle allait enregistrer la nuit ou à l'aube sur les bords de Seine ou dans les jardins déserts. Un étrange univers, certes, mais c'était le sien. C'était sa vie, ses tripes, sa vision du monde, qu'elle avait pour l'occasion photographiée et déposée sur la table en plexi du galeriste branché. Le casque audio sur les oreilles, le galeriste venait d'enclencher la bande sonore qui accompagnait son book. Elle aurait préféré lui montrer ses originaux, mais la secrétaire le lui avait interdit, lui affirmant que son boss savait reconnaître le talent. « Si vos toiles lui plaisent en photo, il viendra dans votre atelier », lui avait-elle expliqué. L'homme avait à peine ouvert son book que son portable sonna. Elle espéra qu'il ne décroche pas, mais il répondit. « Non, Jean-Michel, toi, tu ne me déranges jamais. » Il s'excusa d'un petit rictus, lui précisa en aparté que... « C'est mon ami Otoniel. » Et sortit de la pièce pour poursuivre sa conversation dans le couloir. Mais il parlait fort. Si fort qu'elle entendit tous qu'au téléphone, il répondait à Jean-Michel Otoniel, le grand artiste français qu'elle admirait. « Oui, dans 5 minutes, Jean-Michel, si tu veux. Non, je ne fais rien de spécial et ça me ferait tellement plaisir de te voir. » D'abord, elle se dit que c'était foutu, puis que peut-être pas, qu'elle pourrait, si ça se trouve, rencontrer Otoniel. Le retour de l'homme aux lèvres sèches stoppa net ses folles pérégrinations. Mademoiselle... Johnson, je m'appelle Saskia Johnson, monsieur. Balbutia-t-elle en rougissant. Écoutez, Saskia, votre travail, c'est... L'homme soupira en s'affalant dans son fauteuil en cuir. Il lui sourit gentiment, et son sourire lui déchira les entrailles. Son sourire fit d'elle une minable, une ratée, une artiste du dimanche à jamais. Comment dire, en tant que chimiste ou ornithologue, mademoiselle, vous avez sûrement un avenir avec vos expériences amusantes, mais en tant que plasticienne, je regrette, je ne vois rien d'intéressant dans votre travail. Vous vouliez mon avis, vous l'avez. Ce jugement catégorique lui fit l'effet d'un chemisier sauvagement arraché à son corps. Elle se sentit nue, humiliée, malmenée. Tête basse devant l'homme important, elle fut d'abord incapable de bouger. Ensuite, dans un effort surhumain, elle trouva le courage de hisser son regard à la hauteur de celui du galeriste, qui, derrière son bureau, guettait sa réaction. Elle découvrit ses yeux plissés, éclairés d'un éclat sadique. Dans ce cruel théâtre de l'humiliation, il semblait jouir, attendant les pleurs, les tremblements et tout le misérable spectacle que peut offrir un artiste rejeté. Elle ne lui offrit rien de ce qu'il espérait.
Juste un silence, des yeux noirs sans fond et un visage impassible. Ma secrétaire va vous raccompagner. Acheva-t-il, se relevant aussitôt avec une pointe de déception. Toutefois, avant de quitter la pièce, il prit soin de déposer une main sur son épaule. Un geste volontairement paternaliste qui fit d'elle une petite fille. Une enfant perdue. Une petite chose en panique. Elle remballa son bouc, sa clé USB qu'elle fourra à toute vitesse dans son sac. Elle était rouge à l'intérieur, en sang dans sa tête, mais, devant la secrétaire affable du maître des lieux non plus, elle ne laissa rien paraître. Au revoir et merci. Elle s'exprima à la française, poliment, avec une certaine grâce, sans toutefois rendre son sourire à la femme. Elle dévala à toute vitesse les escaliers, la honte aux trousses. Elle était nulle, zéro, rien. Le galeriste avait raison. Elle retrouva la ville, son brouhaha, et s'y engouffra sans plus d'espoir. Les gens dans la rue avaient l'air de savoir où ils allaient. Ils avaient un but et semblaient s'y rendre ardemment. Elle erra des heures sous la pluie avec sur son épaule le poids d'une main blanche, celle d'un homme important qui, effectivement, à Paris, faisait la pluie et le beau temps. Merci à Tania, Lison et Cédric. C'est l'heure de la fin de ce rendez-vous. Si vous voulez discuter un peu après avec Jo, ça sera possible. Tous ces livres, enfin une partie, parce qu'il y en a beaucoup, sont à vendre juste là derrière avec Isabelle. Quand elle écrit, elle dit qu'elle a 15 ans et que c'est comme ça qu'elle peut aussi si facilement rentrer dans les têtes et les façons de penser de ces jeunes gens. Mais pas que. Hein. Alors pour finir en musique, je me suis dit que j'ai 10 ans de Souchon, mais pas interprété par Souchon, ce serait une bonne fin. Ce serait interprété par Adrienne Poli, parce que c'est une femme. Je me dis autant le faire par une femme, pour être au plus près de Jovitech. Christine, tu voulais ajouter quelque chose ? Un remerciement à Occitanie Livre et Lecture qui nous ont aidés en effet à poser ce rendez-vous, à l'équipe du Pagip, à l'Estive et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey,